Le vendredi 20 mai passé, nous, notables de la province de l'Équateur Mbandaka, avions fait une déclaration politique en rapport avec les constats malheureux suivants que nous demandions aux autorités de corriger. Voilà pourquoi nous nous présentons aujourd'hui devant la presse pour d'éventuelles questions de clarification. Voilà ce que je peux vous dire, mesdames et messieurs les journalistes, à titre d'introduction. Et je vous remercie. Lié à un mandat. Je pense qu'il est plutôt lié à un statut particulier accordé à une personne à cause de son caractère marquant et peut-être aussi à cause de sa situation sociale appréciable. Dans notre groupe, vous venez de l'entendre, il y a des députés, je pourrais même dire émérites, parce que certains d'entre eux ont eu plusieurs mandats successifs. Il y a des anciens ministres, il y a des hauts cadres d'entreprises, des médecins et j'en passe. Moi qui vous parle, je suis un ancien haut cadre au ministère du Plan et j'ai même eu l'honneur et la chance de diriger ce ministère en tant que ministre. Vous l'avez souligné tout à l'heure, j'ai fait des passages, je dirais remarqués, au budget, au ministère des Finances. J'ai enseigné des générations au niveau de l'Institut supérieur de commerce. Et certains sont aujourd'hui des hauts cadres dans les administrations publiques ici. Ils sont connus. À l'UPC, certains de mes étudiants sont aujourd'hui des professeurs d'université à l'UPC. Si avec tout cela, on ne me considère pas comme un notable, alors je pense que dans ce pays, il n'y a pas de notable. Connaissez-vous une institution ou bien un bureau qui confère la qualité de notable? Je pense que le notable, c'est la manière dont on est perçu par ceux qui sont à côté de vous, autour de vous. C'est ça qui fait ressortir peut-être le caractère d'exception que vous avez. Alors qu'on arrête avec ce débat, on aura des pâquerettes qui consistent à chaque fois à éluder l'essentiel pour amener les choses, je pourrais presque dire aussi. Voilà ce que je peux dire en ce qui concerne votre première question. De l'ancienne grande province de l'Équateur, laquelle comprenait 5 districts qui ont été eux-mêmes mués en province, n'est-ce pas, donc en tout point de vue aujourd'hui. Alors, comme l'Équateur porte le nom de l'ancienne province de l'Équateur, le sentiment que nous avons, c'est que les autorités, très souvent, quand ils promeuvent des personnalités ou bien des cadres des provinces issues de cette province, c'est comme s'ils croyaient qu'ils ont promu des cadres de cette province, de cette nouvelle province. La confusion vient de là. Et si vous voulez la comprendre mieux, eh bien, vous pouvez tout simplement voir ce qui se passe depuis l'avènement des nouvelles autorités. Vous-même, vous venez de le dire, avec 7 territoires et la ville de Mbandaka, nous n'avons eu, au sein du gouvernement du professeur Ilungai Ukamba, qu'un poste de vice-ministre. Et actuellement, dans toutes les institutions du pays, notre seule représentation, c'est encore, aujourd'hui au gouvernement Sama, un poste, n'est-ce pas, donc, de vice-ministre. Vraiment, l'application du pacte républicain, qui veut que toutes les provinces soient représentées de façon équitable au sein du gouvernement central. Qu'on ne prenne pas des cadres d'autres provinces issues de l'ancienne grande province de l'Équateur comme des cadres de la province de la petite Équateur aujourd'hui, si je peux m'exprimer de cette façon-là, pour être beaucoup plus explicite vis-à-vis de nos téléspectateurs. Donc c'est cette confusion que nous voulons, n'est-ce pas, donc, pour l'Équateur. Mais elle est déjà divisée. Elle est démembrée en 5 nouvelles provinces.
C'est la Constitution qui veut cette situation depuis 2015. Nous sommes divisés. Parler de division aujourd'hui, c'est vraiment éviter le débat. Je pense que ceux qui se lancent dans ce type d'interprétation, s'ils avaient été vraiment de bonne foi, ils auraient plutôt dû, en tant que vraiment républicains, soutenir notre démarche. C'est une démarche noble. Et puis d'ailleurs, nous avons reçu beaucoup, ou même de la part de nos frères d'autres provinces, parce que la revendication, elle est légitime. Hein? Mais elle dire que faire cette revendication-là, c'est procéder à la division de l'ancien Équateur, c'est vraiment, comment dirais-je, ramener la réalité à la fiction. Directe, dont dispose et la province et ses ressortissants. Mais si nous n'avons pas cette voie directe, qu'est-ce que nous devons faire? Maintenant, si nous avons une revendication, nous devons aller passer par un ressortissant d'une autre province qui lui-même peut-être a des revendications pour la sienne. Donc c'est une question essentielle. Et c'est une question également essentielle pour l'équilibre du jeu démocratique. JL va parler au nom de TLS. Vision que porte en fait l'interprétation sur la notion de l'équilibre géopolitique. Mais vous l'avez déclaré, oui, mais les téléspectateurs qui nous suivent aimeraient bien se faire une idée très claire. Vous parlez de qui exactement? Qui parle au nom de la province que vous n'avez pas mandaté? En des termes simples pour que les gens soient fixés. Parce que vous avez dit que finalement ces gens parlent et agissent au nom. Et ça dénonce qu'ils n'ont pas été mandatés. Mais en termes clairs, est-ce que vous pouvez nous donner des exemples? Dans la plaie et créer des polémiques inutiles autour des noms des gens. Mais je vais vous donner tout simplement un exemple pour clarifier ce que je suis en train de dire. Regardez, dernièrement, le Premier ministre Samalou Konde a été à l'Équateur, Mbandaka. Il a été à Mbandaka, de Mbandaka, il est parti à Bokoté. Bokoté, c'est dans le territoire de Colomba, où il est allé honorer la mémoire donc, et vraiment la vaillance d'un de nos ressortissants, qui est M. Isidore Bakanja. Autour du Premier ministre, comme représentant au gouvernement central, il n'y avait que des personnalités d'autres provinces issues de la province de l'Équateur. Il n'y avait aucune personnalité issue de la province de l'Équateur en Mbandaka. C'est une situation qui a créé une frustration et même une humiliation. S'il s'agit d'une visite de routine, n'est-ce pas, donc d'inspection, et qu'il est accompagné des membres du gouvernement au portefeuille correspondant à l'activité qu'il mène, ça ne pourrait pas poser un problème. Mais ici, il s'agit d'une visite de mémoire, une visite de morale, une visite, comment dirais-je donc, même je dirais de prestige pour la province. Que les provinciaux puissent voir que le Premier ministre arrive et que dans ces escarcelles, il n'y a pas, en tout cas, un portefeuille détenu par un ressortissant de la province dont on veut vanter la vaillance. Écoutez, ça crée un problème. Donc même si je ne peux pas, n'est-ce pas, donc vous citer des noms, ça crée un problème. Mais pourquoi? Parce que ceux qui sont partis là-bas ont capitalisé cette action. Vous savez comment ça se passe aujourd'hui en RDC. L'opportunisme hante les politiciens dans toutes les circonstances. Et alors là, nous avions vraiment, comment dirais-je, une situation qui pouvait nous permettre aussi de faire comprendre à notre manière quels sont les problèmes qui se posent effectivement dans notre province. Mais le Premier ministre n'avait en tout et pour tout que des représentants locaux. Voilà un exemple concret d'un problème qui se pose au sein de notre province. Et moi, je voudrais ajouter ceci. Nous sommes une province, je dirais, très républicaine, parce que nous sommes très pacifiques. Au vu de ce qui se passe parfois, ici en RDC, ailleurs dans d'autres parties du pays. Mais nous faisons les choses pacifiquement et vraiment, je dirais, civiquement aussi. Alors qu'on tienne compte de nous. Votre dernière déclaration, le fait qu'il y avait une certaine complicité de toutes les hiérarchies du pays dans la situation qui a prévalu dans l'Assemblée provinciale de l'Équateur. Qu'en est-il au juste, en tout cas, pour ces genres d'accusations que vous avez portées contre toutes les hiérarchies de la République? La problématique. Ensuite, je vais passer la parole, n'est-ce pas, donc à un de mes collègues ici présents,
pour me compléter avec les détails. Je voudrais rappeler tout simplement qu'il règne une anarchie au sein de l'Assemblée provinciale de Mbandaka, de l'Équateur, où une minorité, tenez-vous bien, de 6 députés provinciaux a invalidé une majorité de 14 députés, dont certains jetés en prison sans raison. Les suppléants remplaçants ont été désignés dans des conditions irrégulières et sans aucun rapport avec la loi. Alors, complicité, parce que vous en parlez tout à l'heure, la cour d'appel de Mbandaka a été saisie, elle est restée muette jusqu'à ce jour. La cour de cassation a été saisie, elle est restée muette jusqu'à ce jour. Pourtant, c'est une situation tempêteuse. Il y a eu même mort dans Mbandaka à un moment donné autour de ce problème. Le ministère de l'Intérieur lui-même et le ministère de tutelle, il garde le silence. Que vous faut-il maintenant? Je pense que mon collègue, donc l'ancien ministre Mayombe, qui est d'ailleurs aussi un député émérite, il n'y en a pas beaucoup au pays, hein, je pense qu'il peut donner quelques éclaircissements sur ce problème. Monsieur Mayombe. Ils sont régis par les règlements intérieurs. Dans tous les règlements intérieurs, on donne les conditions d'invalidation des députés. Le mandat du député prend fin selon le règlement intérieur de la province de l'Assemblée de l'Équateur. Il stipule qu'à l'article 76, le mandat du parlementaire prend fin par l'expiration de la législature, par décès, démission, empêchement définitif, incapacité permanente, absence injustifiée et non autorisée de plus d'un quart de séance d'une session, exclusion prévue par la loi électorale, acceptation d'une fonction incompatible avec le mandat d'un député provincial, condamnation irrévocable à une peine de servitude pénale pour une infraction infractionnaire. Or, de tous les députés invalidés, personne n'est tombé dans les coups de cet article. Je vous donne d'abord le quorum. L'Assemblée, pour qu'elle siège, il faut qu'il y ait un quorum requis. Le quorum requis, c'est la moitié plus 1. Ce qu'on appelle la majorité absolue. La majorité absolue. Voilà. Or, dans les cas d'espèce, 6 députés constituent la majorité absolue? Pas du tout. Deuxièmement, il y a une procédure pour invalider un député. D'abord, on doit mettre sur pied une commission qui doit entendre le député. Aucun de ces 13 députés, personne n'a été entendu. Personne n'a présenté ses éléments de défense. Curieusement, ils se sont vus invalidés comme ça, de manière irrégulière, parce qu'ils ont procédé par la mise en place à la constitution d'un bureau d'âge. Le bureau d'âge n'est constitué que lorsque tous les députés membres du bureau définitif sont mis en cause. Comme ils sont 5, s'ils sont tous mis en cause, donc on met sur pied ce qu'on appelle bureau d'âge. Donc on prend les députés les plus anciens et les deux plus jeunes. Or, pour les seulement c'est l'ensemble du bureau qui était mis en cause. Les autres n'étaient pas mis en cause. Ce qui revient à dire qu'on ne peut pas mettre sur pied un bureau d'âge. Encore que la personne dont on a parlé de bureau d'âge n'était pas la personne la plus âgée de l'Assemblée. Elle vient à la 4e position. Donc, c'est encore illégal. L'illégalité encore sur la procédure d'invalidation du député. Permettre d'invalider. D'abord, ça ne pouvait pas exister. Et ensuite, le bureau d'âge pour décider de l'invalidation du député, c'est une décision de l'Assemblée plénière qui doit être votée à hauteur de 3/4 des membres qui composent l'Assemblée. Les députés à l'Équateur, ils sont au nombre de 21. Il y a un qui était suspendu, ça restait 20. De ces 20, ils sont 6 qui ont mis en accusation les autres. Et ils les ont invalidés. Pour les remplacer par les suppléants. Alors que cela ne pouvait jamais se faire. Et de ces suppléants remplacés, il y a un suppléant et il y a un député provincial qu'on a remplacé par un suppléant qui n'était même pas repris sur la liste. Vous comprenez? Et dans tout ça, il y a aussi implication d'un député national. Un député national qui s'est permis à lui seul d'invalider 3 députés provinciaux. Un était député coopté, ça veut dire qu'il y a un chef coutumier. Il a écrit au bureau d'âge pour dire que son groupement n'existe pas. Alors que le groupement existe depuis l'époque coloniale. Et il a été même voté dans ce même groupement-là. Mais le bureau d'âge en a tenu compte. 2. Le deuxième, c'était son propre suppléant, son propre premier suppléant. Parce que le député en question avait été élu à la provinciale et au national. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a donné comme cause, les députés ne contribuent pas au parti, ne donnent pas la cotisation. Or, les députés désignent devant lui les preuves de versement
qu'il donne chaque mois à une personne attitrée désignée par les députés nationaux. Et il a pris son deuxième député provincial qui venait de valider pour prendre une motion au cours d'une plénière, demander à ce qu'on invalide un député provincial parce qu'il était absent à plus d'un tiers, à plus de 3/4 des séances d'une session. Or, les députés étaient venus à Kinshasa pour cause de maladie. Il avait même son autorisation de sortie signée par le président de l'Assemblée. Vous comprenez des irrégularités comme telles. Et dans tout ça, comme le ministre Obuto vient de le dire, la Cour d'appel de Mbandaka a saisi, elle n'a pas réagi. Le ministre de l'Intérieur a même fait une descente sur terrain. Il n'a pas réagi. Et il a fait un rapport au gouvernement. Et le gouvernement s'est tu. Et la Cour constitutionnelle qui a été saisie n'a jamais brossé sur les points. Et la Cour de cassation, elle aussi, ne s'est jamais prononcée. Donc, ce qui fonctionne aujourd'hui comme assemblée provinciale à Mbandaka, c'est une assemblée qui est constituée par des suppléants dont les titulaires ont été invalidés irrégulièrement et le pays s'était. C'est comme ça qu'on a parlé de toutes les hiérarchies du pays qui s'est tué devant cette situation parce qu'il s'agit de la province de l'Équateur. Puisque vous avez parlé de la complicité de toutes les hiérarchies, comment est-ce que autant d'irrégularités auraient pu se faire s'il n'y avait pas eu, n'est-ce pas, donc toutes ces complicités? C'est la question qu'il faut se poser maintenant. Voilà pour terminer sur cette question-là. Oui, voilà, nous avons Vous avez tiré de cela. Est-ce qu'on ne peut pas aujourd'hui vous taxer de renforcer les discours de haine dans votre province? Ils se sont battus hier pour que vraiment ce pays devienne un, que ce pays soit uni. Je peux parler aujourd'hui à Kinshasa alors que je suis équatorien, mais si je peux parler aujourd'hui à Kinshasa, c'est parce qu'il y a des gens qui ont travaillé pour faire que chaque Congolais puisse avoir l'occasion de parler partout où il va. Et je suis pour que d'autres que nous, à l'Équateur, viennent s'exprimer chez nous. Mais je veux qu'ils le fassent en respectant ceux qui sont là. Ça, c'est la règle. Nos représentants sont partis, ils étaient conduits d'ailleurs par l'honorable Mayombe, ici présent, quand ils sont partis à Mbandaka. Ils ont senti qu'il y avait vraiment une communion d'esprit et de cœur avec les populations. À cause notamment vraiment de l'accueil, je dirais vraiment triomphal et massif, en tout cas dont ils ont bénéficié. À travers les images, je crois, à travers les réseaux sociaux, vous avez suivi certaines de ces images, c'était vraiment une communion parfaite. On dirait que nous étions tous se trouver presque dans une église, en enlevant bien sûr tous les entendus. La seule leçon que moi je tire donc du voyage qui a été effectué, c'est que les responsables au sommet du pays entendent, n'est-ce pas, donc le cri de cœur que nous leur avons lancé, notre revendication, et que vraiment ils puissent nommer au sein du gouvernement, au sein de la diplomatie, à la magistrature, au niveau des entreprises et des établissements publics, des représentants de vrais de la province de l'Équateur. Et il y en a. Et il y en a même beaucoup. Voilà la leçon vraiment que j'en tire. C'est ça que la population attend. Si les responsables au sommet le font, eh bien, je pense qu'ils vont voir que cette communion que nous avons avec eux, c'est une communion qu'ils vont avoir également, n'est-ce pas, avec les responsables donc, du pays. C'est ça qui fait la force de la République. C'est l'unité dans la diversité. Qu'on respecte cette diversité et qu'on en fasse une unité au niveau des institutions. C'est par la représentation équitable de tous qu'on peut arriver, n'est-ce pas, donc à cette unité dans la diversité. Pendant d'autres pays, et puis si on peut penser que Lumumba... Recevoir un prince, recevoir un roi, c'est toujours un bonheur. Je pense que la visite a fait sourire, même si c'était, je dirais, crispé. Et pour ça, nous pouvons remercier vraiment les autorités gouvernementales, la diplomatie congolaise, pour nous avoir donné, n'est-ce pas, donc, ce bonheur de vivre, n'est-ce pas, donc, encore une fois ici, la visite d'un roi. Cela dit, 62 ans d'indépendance, nous sommes vraiment loin du rêve de Lumumba, très loin. Lumumba rêvait d'un Congo prospère, d'un Congo uni et prospère. Quand je vois la pauvreté dans laquelle vivent nos populations aujourd'hui, c'est un grand questionnement. Je pense que nous avons le devoir, maintenant que nous avons
comment dirais-je, clôturer, n'est-ce pas, donc, ces dossiers macabres, ces dossiers douloureux. Nous avons le devoir d'honorer Lumumba, en tout cas, en faisant en sorte que vraiment nous puissions rebondir pour reconstruire le pays et donner vraiment le sourire à notre peuple. On était vraiment engagés. Nous sommes nés peu avant l'indépendance, donc nous avons vu comment la situation s'est détériorée, n'est-ce pas, donc au fil des temps. Moi, j'ai connu une jeunesse coloniale, je dirais, heureuse, parce que moi, mon père était un simple moniteur agricole, mais nous vivions, n'est-ce pas, donc là-bas dans les territoires, au fin fond de l'Équateur, là-bas, comme des enfants qui vivent en ville. Et nos habits étaient commandés par la poste, on ne connaissait pas la faim, on avait nos 3 repas par jour, on a commencé la pédagogie de la table vraiment très jeune, alors que notre père n'était vraiment qu'un moniteur agricole. Beaucoup de jeunes aujourd'hui, dont des parents, seraient des directeurs, des chefs de division, et tout ça, ne savent même pas faire cette pédagogie de la table, parce que comment avoir une table avec les salaires misérables qu'on paye à leurs parents aujourd'hui? Donc nous avons le devoir de rebondir vraiment pour reconstruire notre pays. Je peux dire, en tout cas en ce qui concerne les 62 ans d'indépendance, bon, le monde qui a été reconnu comme victime, je viens de le dire, je crois que ça c'est la clôture vraiment d'un dossier malheureux, et faisons-lui honneur vraiment en faisant de ce pays un paradis comme il en rêvait. Voilà ce que je peux dire au sujet de cette. Monsieur les journalistes, vraiment d'avoir accepté de nous consacrer votre temps et d'être venu à temps d'ailleurs, ce qui est rare souvent dans certaines manifestations dans le pays. Mais comme on l'a fait, nous revenons toujours à notre déclaration pour interpeller les autorités au sommet de l'État, président de la République, président des chambres, premier ministre, les interpeller afin qu'ils mettent fin à la situation déplorable que connaît la province de l'Équateur Mbandaka. Leur demander d'honorer le pacte républicain qui stipule une représentation équilibrée et dosée de toutes les provinces au sein des institutions de la République. Leur demander de garantir le fonctionnement harmonieux des institutions de la province par la libération des députés injustement incarcérés et la réhabilitation du bureau de l'Assemblée provinciale. Nous recourons donc particulièrement à la clairvoyance du chef de l'État, c'est lui qui est le garant du bon fonctionnement des institutions, afin que sous son impulsion, n'est-ce pas, les différentes injustices constatées puissent être corrigées et qu'il puisse nommer vraiment des dignes fils et filles de l'Équateur. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, il y en a à de grands postes de responsabilité au sein des institutions. La province de l'Équateur a participé activement à la naissance de notre pays, grâce à ses ressources forestières et agricoles. Il ne faut pas oublier que ce pays, c'est l'Ouest qui a construit l'Est, hein, d'une certaine manière. Si vous lisez l'histoire, ce n'est pas moi qui le dis, ça c'est l'histoire qui parle. Aujourd'hui, la province de l'Équateur, avec la province de la Chuapa, avec la province de Maïndombe, peuvent contribuer à la survie de l'humanité grâce à notre forêt et à nos tourbières. L'avenir du Congo durable, le Congo durable, c'est celui qui établit un pont généreux entre les générations. L'avenir du Congo durable en dépend énormément. Il est temps que nous puissions remuer nos méninges pour l'avenir, en prenant conscience du fait que les ressources équatoriennes sont des ressources durables et que bien gérées, elles peuvent contribuer à l'accession de notre pays, le grand et le beau Congo, au vrai développement auto-centré et auto-entretenu. Et je vous remercie. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. Le Saint-Esprit, côté des chevaliers de la Prime, notre prière a été exaucée. Et là où il y avait des zones d'ombre, je crois que la notabilité a bien éclairé. Nous en sommes infiniment reconnaissants. Bon retour et bon travail. Merci encore une fois. Merci beaucoup et bonne journée à tout et chacun.